Bonjour, c'est parti pour le chapitre 3 du thème 2, mouvement et force. Chapitre, on va commencer par un petit rappel sur la chronophotographie, dans le but de récupérer une trajectoire d'un système. Une fois qu'on a cette trajectoire, on va voir comment tracer ces vecteurs vitesse et surtout la variation de la vitesse pendant le mouvement. Et on verra que le bilan des forces, la somme des forces, est proportionnelle à cette variation. Commençons par des rappels. Vous avez vu que le mouvement était relatif au choix du référentiel. Donc voilà une liste d'exemples non exhaustives. Donc on a par exemple le référentiel géocentrique qui va permettre de décrire le mouvement de satellite par exemple, en tout cas des mouvements assez longs. Donc on a un centre au niveau du centre de la Terre et des axes vers des étoiles infiniment éloignées. On a aussi le référentiel héliocentrique, donc centré cette fois au centre du Soleil. Donc qui va permettre des mouvements encore plus longs, par exemple des planètes autour du Soleil. Et on a celui qui est le plus utilisé au lycée, donc c'est le référentiel terrestre. Donc lui va permettre de décrire des mouvements de courte durée, sur en général des courtes distances. Donc là vous voyez qu'il est centré sur un point à la surface de la Terre, ça peut être n'importe quoi, un point de mur, une table, sur un sol, enfin n'importe quoi. Et donc des étoiles, des axes donc orthogonaux. C'est des axes orthonormés. Autre rappel, c'est sur la chronophotographie. Alors la chronophotographie, vous avez étudié un mouvement forcément l'année dernière, donc un mouvement quelconque. Vous avez vu que pour un intervalle de temps régulier, on s'amusait à marquer la position d'un système pendant son mouvement. Donc si on étudie par exemple ce panier à 3 points, là, on voit qu'une fois que les positions ont été relevées, on commence à avoir ce qu'on appelle une trajectoire, c'est-à-dire qu'on voit le trajet que va faire notre système. Pour le décrire correctement, vous avez vu qu'il nous fallait des axes. Donc un axe X, Y par exemple, et voilà la trajectoire de notre système. Et à partir de là, on va pouvoir faire une étude par exemple de vitesse pour trouver justement des sommes de force ou une accélération. C'est parti. Alors très vite, on va voir quelques cas typiques. Donc sachez d'abord, pour résumer, que la trajectoire plus la connaissance de la vitesse va nous donner ce qu'on appelle la description du mouvement. Donc par exemple ici, donc je rappelle un intervalle de temps régulier entre chaque point de pointage. Donc ici le mouvement est bien sûr rectiligne, en ligne droite, et il est uniforme parce que l'intervalle en distance entre chaque point est constant. Donc la vitesse est constante, donc on dit que le mouvement est uniforme. Ici, on voit que la distance entre les points va augmenter, et donc on est toujours rectiligne, mais cette fois accéléré. Dans le cas contraire, on est rectiligne ralenti. Autre trajectoire que vous avez vue l'année dernière, c'est la trajectoire circulaire. Donc là, ici, on voit que l'espace est constant entre les points. Donc on va dire que c'est circulaire uniforme. Où vous avez vu aussi les mouvements curvilignes uniformes. Voilà, pour les plus classiques. Revenons à notre panier à 3 points. Vous devez être capable de décrire le mouvement du ballon. Donc on peut décomposer en 3 catégories, disons en 3 laps la trajectoire. Donc la première catégorie, ça va être un mouvement rectiligne ralenti du coup. Ici, curviligne uniforme. Et en troisième, rectiligne accéléré. Voilà ce que vous devez être capable de faire en fin de seconde. On arrive maintenant dans le vif du sujet, donc à savoir l'étude de la vitesse et surtout sa variation. On va commencer par définir ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Pour notre étude de cas, on va imaginer une voiture en départ arrêté qui se met à accélérer pour prendre la route. Et donc on en fait la chronophotographie. On va marquer sa position par son centre de gravité pour plus de lecture, pour que ce soit plus visible. Et on va nommer chaque point. On va les appeler, donc MT1 pour le temps T1, jusqu'à MT8 pour le temps 8. Alors, calculer une vitesse, vous savez déjà le faire. Vous utilisez la relation V égale D sur delta T. Donc, imaginons que je m'intéresse au point 7, MT7. J'aurai donc la vitesse VT7. Je vais avoir besoin d'une distance et d'un temps. La distance que je vais prendre, c'est la position d'avant et la position après. Donc, cette distance-là. Pourquoi? Parce qu'en faisant le calcul de la vitesse dans cet intervalle de distance, j'aurai la vitesse moyenne entre ces deux points. Et si les deux points ne sont pas trop éloignés, on peut considérer que ça correspond à la vitesse instantanée. Donc, pour le cours, on fera cette approximation-là. C'est la meilleure manière, c'est la plus fiable. Donc, on y va. La formule devient alors mt6 mt8 sur 2 delta t.
Pourquoi de delta t? Parce que j'ai ici un premier delta t entre le marquage de ces deux points, puis un deuxième delta t ici pour cet autre point. Donc si j'imagine que le delta t vaut 5 millisecondes, j'ai besoin de connaître par contre la distance réelle qui correspond à mt6 et mt8. Parce que moi pour l'instant j'ai ici un schéma. Donc pour ça j'ai besoin d'une échelle. L'échelle que je vais choisir c'est celle-ci. Cette distance-là correspond à 0,03 mètres. Donc avec une règle, je vais venir mesurer la distance correspondante. Ici j'ai 4 cm. Donc la distance réelle, tout simplement si 1 cm ici correspond à 0,03 m, et bien 4 cm sur mon schéma correspondra à 0,12 m dans le réel. Je vais donc pouvoir procéder à mon calcul parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je calcule, voilà le détail du calcul, et j'obtiens 12 mètres par seconde. Donc maintenant ce qui va m'intéresser, c'est de tracer ce vecteur vitesse. Alors, ce que je connais pour l'instant, c'est la norme de la vitesse. Pour tracer un vecteur, j'ai besoin d'autres caractéristiques, à savoir la direction et le sens. Pour ça, je vais m'aider de l'expression vectorielle. Donc, regardez, la voici. J'ai le vecteur vt7 qui est égal au vecteur mt6, mt8 divisé par 2 delta t. Donc, le vecteur mt6, mt8, le voici. C'est lui donc qui va me donner la direction et le sens du vecteur vitesse. J'ai donc toutes les caractéristiques. Donc la norme, la direction c'est celle de mt6, mt8, et le sens c'est celui du mouvement. Notez d'une manière générale en termes de direction que le vecteur vitesse il sera toujours tangent à la trajectoire. Toujours tangent à la trajectoire. Notez-le bien, c'est important. Donc, on y va pour le tracé. Il me manque quand même une info parce que j'ai la norme, mais moi il faut que je fasse d'un point de vue schématique, il faut que je fasse le lien. Donc il me manque une échelle. Tout à l'heure j'avais une échelle de distance. J'ai donc besoin d'une échelle pour les vitesses. La voici. Par exemple, je vais dire que cette distance-là sur mon schéma correspond à 5,5 mètres par seconde. Donc si je fais le calcul, je vérifie que j'ai un vecteur qui doit faire 2,2 cm de long. Et je respecte bien la direction et le sens de ce vecteur. Donc vérifiez tout ça, vous mettez pause et vous vérifiez les calculs. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir représenter sur le schéma le vecteur vitesse. Faites bien attention que le point d'application corresponde bien à mt7. Je peux procéder exactement de la même manière pour les points mt6 et mt8. Et surtout, ce qu'il vous faudra retenir, c'est l'expression générale en fait, d'un vecteur vitesse. La voici, donc vous la notez. Donc v de t, c'est égal à m du temps d'avant, m du temps d'après, donc en termes de distance, divisé par 2 delta t. On va maintenant s'intéresser à la variation du vecteur vitesse, qu'on va noter delta vt. Donc vous devez connaître la définition par cœur. La variation, elle sera définie comme ça. Le vecteur vitesse à l'instant t plus delta t, c'est-à-dire le point d'après, moins vt. Donc si je veux par exemple delta vt7, je vais donc faire le vecteur vt8 moins vt7. Donc au niveau de la construction vectorielle, c'est assez simple. Finalement, je vais prendre le vecteur vt8, je retranche le vecteur vt7, et la résultante me donne le delta vt7. Et ensuite, pour le représenter, je le représente au point d'application mt7. Donc là, j'ai pris une situation simple pour vous expliquer la méthode. Vous devez la connaître par cœur, cette méthode. Maintenant, on va très vite voir une trajectoire un peu plus complexe qu'on essaiera de faire en activité ensemble. Voilà la situation qu'on pourrait imaginer, un mobile autoporteur qui est tenu par un ressort et qu'on fait tourner, tout simplement. Donc autoporteur, ça veut dire qu'il est sur un coussin d'air en fait, on en reparlera. Donc voilà ce que l'on obtiendrait comme trajectoire. Donc beaucoup plus complexe, et là au niveau de la construction vectorielle, ça devient un peu plus amusant. Voyons voir. Donc voilà ce que l'on obtiendrait si on cherchait les vecteurs vitesse avec la même méthode que tout à l'heure. Observez bien que les vecteurs vitesse sont toujours tangents à la trajectoire. Donc maintenant, si on cherche delta V9, eh bien, par exemple, je vais m'intéresser aux vecteurs V9 et V10. Donc, vous avez compris qu'il fallait faire V10 moins V9. Donc, du coup, je laisse le vecteur V10. Je mets moins V9. Donc, vous avez vu, j'ai fait la parallèle au vecteur V9. Et je l'ai mis dans un sens opposé, puisque c'est moins V9. Et ensuite, je fais
V10 moins V9, ce qui me donne cette résultante-là, et voilà mon delta V9. Donc vous voyez que vectoriellement, ça ne sera pas toujours simple, donc n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair. Maintenant, on va voir qu'il y a un lien direct entre la variation de ces vecteurs vitesse et les forces qui sont appliquées au système. Pour bien comprendre la suite, on va faire un petit rappel sur le principe d'inertie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Newton? Il a dit que lorsqu'un corps était soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force, autrement dit, somme des forces égale à vecteur nul, alors il est soit au repos, c'est-à-dire une vitesse nulle, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Autrement dit, le vecteur vitesse ne devrait pas varier puisque le mouvement est uniforme. Alors là, vous devez vous poser une question. Qu'advient-il de cette loi avec le mouvement de tout à l'heure? Effectivement, la voiture, elle n'avait pas un mouvement rectiligne uniforme. On a clairement une accélération ici. Donc que va devenir la somme des forces? Ce qui est certain, c'est que cette somme des forces est bien différente du vecteur nul. Donc, on va le faire. On a toujours la même situation. On s'intéresse au point MT7 et on a un zoom sur la situation ici. Donc faisons le bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le poids de la voiture qui va maintenir la voiture au sol, donc appliqué au centre de gravité de la voiture ici. On a également les roues qui sont en contact avec le sol. Le sol donc qui va nous renvoyer bien ce qu'on appelle la réaction normale du support pour que la voiture ne s'enfonce pas dans le sol. Et on a également une force de poussée, donc la force motrice, le moteur qui fournit une puissance mécanique, donc dans cette direction. Donc, faisons le bilan des forces. Alors, pour simplifier, on va considérer que ces deux réactions du support peuvent être modélisées aussi au centre de gravité. C'est ce qu'on fait pour étudier un système. Donc, voilà ce que ça deviendrait, le schéma. Et donc, on va pouvoir simplifier la situation comme ceci. Voilà le schéma de la situation. Donc, la somme des forces, eh bien, c'est le poids plus la réaction du support plus la force de traction de la voiture. Donc, P plus R. Déjà, parlons de cette somme-là. L'année dernière, vous avez dû voir que si la voiture ne s'enfonçait pas dans le sol et ne se mettait pas à décoller, c'est qu'il y avait une parfaite compensation entre ces deux forces. On peut donc dire que P plus R égale vecteur nul. Ce qui nous donne, in fine, que la somme des forces appliquées est égale à simplement la force de propulsion de la voiture. Si on compare le vecteur variation de vitesse de tout à l'heure avec la résultante des forces qu'on vient d'obtenir, on constate que ces deux vecteurs ont même direction et même sens. Et ça, c'est hyper important parce que mathématiquement, ça nous dit que la somme des forces extérieures est proportionnelle à la variation de la vitesse, moyennant deux coefficients qu'on va détailler tout à l'heure. Au niveau de l'utilisation de ce principe qu'on vient de voir, ça va être par exemple en astronomie pour comprendre le mouvement des planètes. Les astronomes ont fait des observations de planètes et en étudiant leur trajectoire, ont réussi à trouver des lois. Donc notamment par exemple la rotation de la Lune autour de la Terre. Si on faisait sa chronophotographie, l'étude des vitesses, etc., on se rend compte que d'après cette loi, si on arrive à obtenir la variation du vecteur vitesse, eh bien on a directement la résultante des forces. Et c'est comme ça qu'on se rend compte notamment que les forces gravitationnelles sont dites centripètes, c'est-à-dire qu'elles pointent vers le centre de l'astre attracteur. On va donc aller maintenant un petit peu plus loin, on va voir la relation qu'il y a entre la masse, la vitesse et les forces. Pour trouver cette relation, on va faire une expérience de pensée assez simple. Vous avez tous lancé un objet, vous avez bien vu qu'une petite balle de tennis par exemple était très facile à lancer, alors qu'une masse beaucoup plus lourde allait nécessiter de prendre beaucoup d'élan pour pouvoir la lancer. Donc si on regarde ce petit lanceur de poids là, ce jeune, il essaie de lancer une masse et donc on vient de voir que pour donner de la vitesse à un système, en fait, ça allait être d'autant plus dur que la masse était importante. On peut donc en déduire que la variation de vitesse est bien inversement proportionnelle à la masse du système qu'on veut déplacer. Donc la solution c'est quoi? Si la masse augmente, qu'est-ce qui va rester au jeune homme là, comme solution? Il va devoir s'entraîner pour devenir plus fort. Parce qu'en devenant plus fort, il arrive à jeter la balle beaucoup plus loin. D'accord? Donc la somme des forces extérieures va être proportionnelle à delta V. Et ensuite, on sait que plus on va laisser de temps à la balle, plus elle va gagner en vitesse le temps qu'on la pousse. Donc voilà la relation.
Une fois cette relation trouvée, il suffit de la triturer un petit peu avec un produit en croix pour trouver une relation qui s'approche énormément de la deuxième loi de Newton, qui est très très importante en physique puisqu'elle va nous permettre de décrire les mouvements assez facilement. Vous trouverez comme d'habitude les exercices dans la description de la vidéo. À bientôt en cours.